par mois, le vendredi, le deuxième vendredi de chaque mois, c'est le duo que nous retrouvons dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Pascal Séville est avec nous, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver pour cette saison 3 de Smart Bourse. Et ravi de retrouver également Charles-Henri Dovigny. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je commence avec vous Charles-Henri. Vous êtes quelqu'un de très policé, mais il y a quand même l'idée d'un petit coup de gueule de rentrée. Vous estimez que en matière de démocratie actionnariale, de traitement de l'actionnaire individuel, de l'investisseur particulier en France, peut mieux faire. Souvenez-vous que il y a deux sujets. Il y a un sujet des AG, on l'a déjà évoqué parfois ici, où nous demandons au sein de la fédération que les actionnaires puissent participer aux AG, que ce soit de manière physique ou de manière hybride, et que quand on est chez soi, on puisse voter au cours de l'AG en direct. Et poser ça des questions. Paraît d'une évidence et d'une évidence totale, voilà. Charles-Henri. Donc, quand tu discutes avec, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président d'une grosse boîte du CAC 40 et qui m'a expliqué qu'en fait, ses services juridiques lui expliquaient que c'était pas possible. Pour des questions de sécurité ? Non. Il m'a dit, la loi ne nous permet pas. Malheureusement, depuis 21 ans, la loi l'autorise. La loi NRE. Emmanuel Moulin nous l'a expliqué dans une interview au sein de le magazine Information que nous éditons tous les 6 mois. Donc, la loi permet, depuis plus de 20 ans, d'organiser des votes en direct, de manière numérique, au cours des AG. Donc ça, la loi le permet. Ouais. Et c'est le cas dans de nombreux autres pays européens. Parce que à partir de là, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans d'autres pays européens. Ensuite, techniquement, on dit c'est pas possible. Si, c'est possible. Amundi l'a fait. Et dans d'autres pays européens, c'est aussi possible. Et ils l'ont fait. Si je regarde en Allemagne, SAP l'a fait, Bayer, Continental, en Hollande, Philips. C'est pas des petites sociétés, hein. Non, c'est pas des petites sociétés. Et même en Angleterre, BAE System, la Lloyds Bank. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable et c'est souhaitable. Parce qu'à un moment ou l'autre, il faut se rendre compte que l'affectio societatis, parce que quand on est actionnaire, on a envie de participer à la vie de l'entreprise et l'AG est le grand rendez-vous annuel où les actionnaires peuvent émettre des idées et participer au vote de ces AG. J'ajoute un point il y a eu la réforme des TPI et maintenant les boîtes peuvent facilement avoir accès à leurs actionnaires étrangers. Total Energy, par exemple, ils sont aperçus qu'en fait 13,5% de leur capital était détenu par des investisseurs particuliers et la plupart, quand même moins de la moitié, mais étaient à l'étranger. Ouais. Donc, un actionnaire américain pourrait très bien participer à l'AG de Total, de son lieu de vie ou de travail, et voter au cours de cette AG. Donc moi, ce que je souhaite, et ce que nous souhaitons au sein de la Fédération, c'est que vraiment, l'année 2023 soit l'année du bouleversement et que l'ensemble des émetteurs puissent permettre à leurs actionnaires de pouvoir voter en direct, participer en direct, mais de chez eux, de manière numérique. Voilà. Et on est totalement soutenu par l'AMF sur ce sujet. L'AMF, Madame Milzan, au cours d'un débat, a expliqué que la place de Paris était vraiment la dernière roue du carrosse. Waouh. Ah oui. Oui, donc c'est important d'avoir le renfort quand même du régulateur de ce point de vue-là, effectivement. Voilà, donc là, franchement, il n'y a aucune contrainte, que ce soit réglementaire ou technique, pour ne pas mettre ça en place. Et ça, franchement, c'est un sujet que je vais porter toute l'année, parce que il me semble important dans la vie de l'entreprise que l'ensemble des actionnaires puissent, au moment où ils se réunissent tous ensemble, de pouvoir voter et poser aussi des questions et interagir ensemble. Comme vous dites, il ne faudrait pas que les émetteurs français, enfin les entreprises côté françaises, donnent l'impression qu'elles cherchent à décourager l'actionnariat individuel. Oui, pour beaucoup d'entre elles, c'est quand même un socle et quelque chose d'important quand même dans la structure capitalistique de certaines entreprises. Là, on évoquait le CAC ESG. Moi, je suis très attentif au G. Gouvernance. Voilà.
Et que donc ça, c'est un élément de gouvernance. Et quand on voit ces jeunes générations de nouveaux investisseurs individuels qui sont rentrés en bourse en mars 2020 et qui continuent à investir, ils cherchent du sens. Et si on ne leur offre pas cette possibilité de dialogue en direct, eh ben, on va les décourager de participer à ces investissements. Donc ça, c'est la bataille pour les AG de 2023, mais on suivra ça avec vous et je veux qu'on prenne rendez-vous d'ailleurs pour faire un point à l'issue de la grande période d'Assemblée Générale annuelle. Je vous invite, lorsque vous recevez des émetteurs, de leur poser la question et de savoir s'ils ont prévu de le faire. Non, mais c'est sûr. Non, mais quantitativement, on trouvera bien le moyen de faire le compte de ceux qui ont joué le jeu pleinement et de ceux qui sont restés sur la touche ou sur la retenue par rapport à... Sur le bord de la route. Par rapport à l'inclusion de l'ensemble des actionnaires individuels et la possibilité donnée de voter, y compris à distance. Première bataille. Autre bataille, Alors oui, il y a un projet. Alors c'est en discussion. C'est la loi française, lorsque vous rentrez en bourse, vous oblige à réserver 10% du capital mis en bourse aux particuliers. Donc certains acteurs du marché disent c'est un frein pour la cotation à Paris, puisque d'autres, les sociétés préfèrent aller à Amsterdam, à Bruxelles, où il n'y a pas cette obligation, puisque la fenêtre de tir est beaucoup plus courte. Et parce que si on doit faire appel au marché auprès des particuliers, c'est un temps plus long en termes de communication. Ça ralentit le processus d'introduction en bourse pour des investisseurs professionnels et institutionnels. Voilà, et puis pour la fourchette de prix, le temps étant plus long, le temps de fixer le prix est plus aléatoire. Et donc les professionnels disent c'est un frein pour certaines sociétés pour investir à Paris, pour ce côté à Paris. Et moi, je dis c'est un mauvais signal. Ah bah oui. C'est un très mauvais signal si on retire cette obligation. Parce que à ce moment-là, quand ils vont faire appel au public et aux investisseurs individuels, ça veut dire qu'en fait, c'est du papier qu'ils n'auront pas réussi à placer chez les institutionnels et que donc c'est du papier, entre guillemets, merdique. Donc, on va créer aussi une forte déception parce qu'il y aura des particuliers qui vont investir sur ce papier de moindre qualité, et donc à partir de là, la cotation de l'entreprise va fortement chuter, j'imagine, et qu'on va créer de la déception, et on va dire, non, finalement, on n'investissait pas dans les sociétés cotées qui rentrent en bourse. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. On me dit oui, mais en Europe, on est les seuls. Faisons en sorte que les autres pays européens. On peut pas faire le scandale sur les dividendes et se plaindre qu'il n'y a pas assez d'actionnaires individuels en France si on résout pas ce genre de sujet. Je suis bien d'accord. Il faut être cohérent d'une certaine manière. Et pour ça, il faut un nouveau président de l'AMF. On le cherche en ce moment, puisque Monsieur Ophel, c'est la fin du mandat. C'est la fin, à la fin du mois de juillet pour limite d'âge. Donc, il a terminé son mandat. Et il y a eu un appel à candidature lancé par l'AMF et le ministère des Finances. Et donc, les critères, c'était quelqu'un qui connaisse bien les marchés, quelqu'un qui connaisse bien les acteurs du marché, quelqu'un qui connaît bien la réglementation européenne et française sur l'ensemble de ces sujets. Et vous avez trouvé le candidat. Et nous avons trouvé le candidat, c'est-à-dire Guillaume Prache. C'est qui nous Alors nous, c'est un collectif d'acteurs qui interviennent sur l'épargne, et plus particulièrement auprès des particuliers. Donc il y a la F2JC que vous représentez. Bien sûr, il y a la F2JC, mais il y a aussi... J'ai vu Colette Neuville, là aussi, qui est connue du grand public. Vous avez la FEDER, vous avez l'ancien délégué général de l'ASFAF, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur le marché auprès des particuliers. Et donc, nous avons choisi, et nous soutenons la candidature de Guillaume Prache. Guillaume Prache, il coche toutes les cases. Bon, c'est un haut fonctionnaire. Il a le mérite d'être haut fonctionnaire. Il est haut fonctionnaire, il a fait des études. Succéder à Gérard Ramex et Robert Ophel, il faut quand même un haut fonctionnaire. Il a fait des études il était à la Cour des comptes, donc il est énarque. Ensuite, il a dirigé le service financier d'une boîte cotée, donc il sait ce que c'est qu'un émetteur. Bien sûr. Ensuite, il a dirigé un asset manager, donc il sait ce que c'est qu'être investisseur et recueillir aussi l'épargne
des Français. Et là, actuellement, il est président de Better Finance, qui est l'organisation fêtière de l'ensemble des associations d'épargnants et qui est logée à Bruxelles. Et donc, il connaît parfaitement aussi le fonctionnement de l'Europe et de la Commission européenne. Quel est le calendrier là qui va décider? C'est dans les jours à venir. C'est une candidature qui risque d'être challengée un peu, beaucoup ou pas, Charles-Henri, celle de Guillaume Prache? Eh ben, je l'espère. Et que, non, mais qui sera challengé par d'autres oui, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres noms qui sont sortis. Je comprends un peu les chances qu'il a avec le soutien que vous lui apportez. Il y a d'autres noms qui sont sur la place, en particulier un sous-gouverneur de la Banque de France et un ancien ministre. D'accord. Mais après, est-ce que c'est... Voilà, c'est des noms qui sont sortis. Et, après, le reste, ça va appartenir aux instances de l'AMF et surtout aussi au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc je fais un appel à Bruno Le Maire pour qu'il examine cette candidature avec la plus grande attention et que finalement un épargnant à la tête de l'AMF a comme rôle de protéger les épargnants. Elle le fait plutôt bien, d'ailleurs. Même si, de temps en temps, il y a des petits décalages, mais l'AMF est vraiment dans son rôle et elle le fait très bien. Et là-dessus, ça serait un super signal aussi à envoyer à l'ensemble des Français qui investissent de manière audacieuse leur épargne. Guillaume Prache, on retient ce nom donc et on verra effectivement si n'hésitez pas à l'inviter prochainement. S'il devient président de l'autorité des marchés financiers, je serais ravi d'inviter Monsieur Prache effectivement. Merci beaucoup Charles-Henri. Merci pour ces éléments de rentrée et voilà qui montrent qu'il y a un peu de progrès quand même pour favoriser, soutenir la démocratie actionnariale en France et des progrès qui ne demandent pas beaucoup d'efforts non plus de la part des émetteurs. Non, puis organiser une AG hybride, ça ne coûte pas très cher. Non, puis le vote électronique, on sait faire. On a appris à le faire au moins ces 2 dernières années. Merci beaucoup Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC qui est avec nous une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smart Bourse.